Alors les amis, vous êtes-vous déjà demandé où vous en étiez dans votre métamorphose ? Rien que pour vous, nous avons créé un tout nouvel outil, la roue métamorphose, adopté déjà par plus de 10 000 personnes. Il s'agit d'un test gratuit de 39 questions sur des piliers de votre vie, tels que l'amour, la spiritualité, la famille, l'abondance, la psychologie, la santé, le bien-être et d'autres encore. À la fin du test, qui dure moins de 10 minutes, vous recevrez le rapport complet de votre roue métamorphose, ainsi qu'une sélection personnalisée de podcasts selon vos résultats. Alors pour faire ce test, c'est très simple. Rendez-vous dès maintenant sur notre site internet à l'adresse métamorphosepodcast.com. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque semaine, nous allons partir à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit. En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Le podcast Métamorphose est publié chaque lundi pour bien démarrer votre semaine en conscience. Vous pouvez consulter toutes les informations le concernant sur fémininbio.com/métamorphose. Pour être informé chaque semaine de sa publication, abonnez-vous au podcast en vous rendant sur votre plateforme de podcast préférée. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Alors mon invitée d'aujourd'hui est installée aux États-Unis, elle est même maintenant américaine, même si elle est également française. Elle est psychologue clinicienne et partage les dernières découvertes thérapeutiques outre-Atlantique à travers sa pratique en cabinet et ses formations en EFT, en psychologie énergétique, en psychothérapie du lien et neurosciences. Elle est spécialiste aussi des troubles de l'attachement et nous allons explorer en conscience avec elle aujourd'hui ce qu'est une relation toxique et apprendre à construire une relation sécurisée, comprise et stable. Elle est l'auteure chez Erol d'un livre « J'arrête les relations toxiques, 21 jours pour créer des liens sains et harmonieux ». J'ai la joie d'accueillir Marion Blick. Bonjour Marion. Bonjour Anne. Alors, qu'est-ce qu'une relation toxique ? On va finalement commencer par le début. On entend beaucoup parler des pervers narcissiques, des relations toxiques, etc. Mais je trouve que c'est très bien de revenir sur une définition. Pour moi, en fait, la relation toxique est simple. Si on a vraiment développé un self, si on a de l'autonomie, on ne devrait jamais être envahi par quelqu'un ou en codépendance avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'on devrait toujours se tenir droit, pouvoir faire ses choix, affirmer ses choix, dire non, dire oui. Et à chaque fois qu'il y a toxicité, il y a une grande gradation entre le gris clair et le noir, des gens qui peuvent tuer des autres parce qu'ils s'en vont. Il y a aussi plein de gris clairs dans nos vies habituelles, on ne dit pas exactement ce qu'on voudrait, on se laisse faire, on met pas de bonnes limites, on parlera des limites aussi, poser des limites. Donc en fait, c'est à chaque fois qu'on n'est pas soi-même, qu'on n'ose pas être soi-même et qu'on est manipulé ou en tout cas poussé à faire des choses qu'on ne voudrait pas faire, mais on le fait quand même. Pour moi, c'est là la toxicité. D'accord, alors tu parles du self, alors c'est peut-être un terme qui n'est pas compris par tout le monde. Qu'est-ce que c'est justement ce self dont tu parles ? Moi, c'est le soi dont on parle un petit peu plus en français. C'est une espèce de quintessence de qui on est vraiment, de notre ego, bien sûr, de toutes les parties managériales de notre système qui nous permettent de fonctionner et qui est un petit peu dans une position, si on est sécure, de position où on peut faire des choix, on peut aller à l'intérieur de soi, on peut voir ce qu'on ressent, on peut vraiment voir le bien de tout le monde. Il y a aussi on va parler de neurosciences, un cerveau global, si tu veux pas un cerveau émotionnel, mais un cerveau qui peut faire des choix, un cerveau préfrontal qui peut être témoin de ce qui se passe et faire des choix à partir de ça. Donc c'est un petit peu pour moi quelque chose de plus extensif que l'ego. D'accord. Et dans une relation toxique, est-ce qu'il y a forcément un manipulateur ou un pervers narcissique dans ce type de relation ? Est-ce qu'on est vraiment dans un schéma traditionnel, victime-bourreau, ou c'est pas si simple que ça ?
Bon, dans les relations toxiques lambda de codépendance conjugale ou avec des enfants, il n'y a pas toujours des victimes bourreaux avec les crimes et les effets de vraiment des grandes toxicités. Le pervers narcissique, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un miroir. C'est un peu comme les contes de fées où la sorcière, elle a toujours regardé dans le miroir et demandé au miroir si elle est la plus belle. Le pervers narcissique, en fait, c'est quelqu'un qui souffre, qui veut absolument quelqu'un d'autre pour le refléter. Hein, et qui va jusqu'à même tuer les gens, puisque c'est toujours quand une femme part qu'elle a le plus de risque d'être tuée, elle et ses enfants. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a besoin absolument de faire prisonnier quelqu'un d'une relation, que ça soit une relation de travail d'ailleurs, et de la torturer, et de l'empêcher de bouger, et petit à petit de l'isoler. Hein. Donc, il y a des pervers narcissiques, il y a des manipulateurs, et puis il y a des versions plus soft, plus douces, de belle-mère intrusive, de conjoint qui nous force un petit peu à rester là où on voudrait partir, ne pas être libre, vraiment totalement libre. Oui, du coup, ça me posait question, est-ce qu'on a toujours conscience d'une toxicité relationnelle? Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'installer comme ça de manière insidieuse? Parce qu'on imagine le pervers narcissique qui arrive avec ses gros sabots et qui évidemment qu'on repère tout de suite, et pas forcément finalement. Non, c'est très insidieux parce que dans un sens, tant qu'on nous a pas... Bon, déjà, j'ai beaucoup de patients qui ne sont pas du tout conscients, qui sont sous emprise ou qui sont contrôlés par un conjoint ou par un enfant C'est insidieux parce que les systèmes éducatifs, dès le départ, on devrait apprendre aux enfants à faire des choix, à choisir, à très très tôt. Le système scolaire, très souvent, est une forme d'imposition, de politesse, de rituel. Donc, bien sûr, on a petit à petit été... on nous a dérobé notre self, on nous a dérobé nos capacités à nous exprimer, à choisir, à être nous-mêmes, à être différents. Je veux dire, toute l'éducation, la plupart de l'éducation est faite pour nous préparer, dans un sens, à être soumis et à s'adapter à un système et à ne pas être vrai. Hein. Donc très souvent on ne le voit pas venir, c'est normal d'aller tous les dimanches déjeuner avec sa famille, si on le fait pas on n'est pas gentil, je veux dire tout ça a été émoussé et petit à petit on se retrouve dans des situations vraiment de contrôle et les gens ne s'en aperçoivent pas parce qu'ils ne savent pas que c'est pas normal, hein. Ils n'ont pas ce sens de l'autonomie. Alors c'est dans un travail thérapeutique où ils peuvent vraiment descendre à l'intérieur d'eux, ressentir, choisir, oser affronter, avoir des conflits, c'est des choses qu'on devrait apprendre quand on grandit, Ouais. Gérer un conflit, supporter les conflits, connecter avec ses émotions, avec ses sensations. Donc la plupart d'entre nous pourraient être très facilement la proie de relations toxiques, et on l'est. Je le suis. Mais des fois, je suis pas vraie, je l'avoue. Alors justement, tu dis, dans mon cabinet, je vois souvent des personnes qui sont sous emprise, qui n'ont pas forcément conscience. Inversement, est-ce que tu vois des pervers narcissiques qui viennent en thérapie, qui n'en ont pas conscience? Non, parce que les pervers narcissiques... des versions d'hommes narcissiques ou de femmes narcissiques, oui. Pervers, si tu veux, le pervers aime faire du mal pour jouir du mal qu'il fait. Mais des gens narcissiques, des hommes ou des femmes narcissiques, qui, mine de rien, demandent des choses qu'ils ne devraient pas demander à leurs conjoints ou à leurs enfants, ou à leurs employés, ça j'en ai. Mais c'est pas la majorité de ma patientèle parce que les narcissiques ne se posent pas trop de questions sur eux-mêmes. C'est rare qu'un pervers narcissique arrive dans un cabinet de thérapeute. C'est parce que il y a un jugement, il va perdre sa femme, ou il est dans une grande crise et il est en train de tout perdre. Autrement, ils ne vont pas se remettre en cause. Donc c'est des gens qu'on traîne dans les thérapies de couple. Un peu de force, oui. Absolument. Ouais. Et ils durent pas de toute façon parce qu'ils pensent que le problème n'est pas eux. Donc c'est pas des thérapies de long cours qui durent. D'accord. Alors quels sont les signes un peu d'une relation justement toxique? Qu'est-ce qui devrait nous mettre la puce à l'oreille? Alors comme tu le disais, on peut être plus ou moins dans des relations toxiques dans la vie, ça peut arriver. C'est pas pour autant qu'on est forcément sous emprise d'un grand manipulateur ou d'une grande manipulatrice. Mais quand même, à quel moment on repère que là la situation elle se dégrade et que ça devrait nous faire quelque chose, on se dit tiens là il faudrait que je bouge quelque part.
Donc je pense un des grands marqueurs, c'est quand même un changement dans son énergie. Une bonne relation devrait avoir plus d'énergie, de la joie. On commence petit à petit à s'éteindre, on commence à se limiter, à plus être vrai, on commence à de faire des choses qu'on ne voudrait pas faire, sur tous les plans. Ça peut être sexuel, ça peut être dans la vie, aller à des endroits. Il y a une très bonne vidéo qui s'appelle Fred et Marie, qui sur YouTube, qui ont été faits par le gouvernement belge de Wallon. C'est absolument super parce qu'on voit toutes les mépris, la communication méprisante, le rabaissement, la critique, s'enfermer, partir en claquant la porte. Tout ça, c'est des signes où il y a un abus qui se met en place. Et la proie, je veux dire, qui est souvent malheureusement la femme, va se sentir mal, va devoir faire des choix. Donc il y a un abondrissement de l'énergie. Il y a des choses qui sont imposées et on n'ose pas dire non parce que ça met en colère ou le conjoint pour faire plaisir à la famille. Et petit à petit, on se sent enfermé. En plus, les pervers narcissiques isolent leur proie. Donc souvent, elles empêchent la femme de travailler. Souvent, c'est le premier enfant. On déménage en banlieue. La femme ne peut plus sortir. Elle a plus accès aux finances. Le mari veut plus qu'elle travaille. Elle se sent... Je veux dire, petit à petit, ils aiment plus la famille. Donc on peut plus aller voir ses amis. On peut plus aller voir la famille. Le pervers narcissique commence à isoler sa proie. Donc déjà, ce phénomène d'isolement, il faut être très vigilant aux gens qui vous empêchent de prendre des cours de guitare, d'aller avec vos amis prendre un pot. Tout ça, ça doit être des red flags, comme on dit, Oui. des signes annonciateurs. Ouais, c'est des warnings, c'est vraiment absolument, voilà. Absolument. D'accord. On le voit aussi dans des familles, un père et une fille avec son enfant, par exemple. Ce sont des situations assez fréquentes. Absolument. Il y a des pervers narcissiques qui reposent qui centrent toute leur emprise sur un enfant qui est adulé, ou ça peut être une fille, ça peut être un garçon, ça peut être une mère avec un garçon. Donc il y a des contrôles, et il y a des enfants pervers narcissiques. Je veux dire, ça saute des générations, et parfois il y a des enfants qui contrôlent des parents et qui prennent une place absolument incroyable. C'est rare, mais ça existe. Alors tout ça, ça nous fait dire qu'il y a un problème dans le type d'attachement, ou en tout cas, ça nous permet aussi aujourd'hui de définir les types d'attachement relationnels. Et toi, dans ton livre, J'arrête les relations toxiques, tu en as défini quelques-uns, l'évitant ou l'évitante, la fusionnelle ou la chaotique. Alors, on va les décrire un petit peu, comme ça chacun pourra voir dans quel type d'attachement relationnel il se trouve. Je trouve que c'est toujours intéressant. Même si ce sont des grandes catégories, j'imagine qu'on est plus ou moins parfois entre deux types d'attachement. Donc, et puis je voudrais aussi parler du sécure, parce que le sécure, c'est le type d'attachement qui... Et le sécure, bien sûr, je l'ai oublié. Oui. Qui devrait être vraiment l'aboutissement d'un bon maternage, d'une bonne relation. Donc on sait maintenant, avec les neurosciences en particulier, que la mère, le cerveau du bébé pèse 400 grammes à la naissance, 1 kilo à 2 ans, c'est-à-dire que tous les circuits neurologiques, synaptiques se créent 600 grammes, et un adulte le cerveau pèse 400 grammes. Donc tu vois que 600 grammes de réseaux sont faits avant la verbalité, enfin avant que l'enfant parle. C'est incroyable. Donc c'est fait vraiment on sait exactement maintenant le regard, le reflet, l'empathie, tout. Il y a Dan Siegel qui a parlé de neurobiologie interpersonnelle, donc c'est des découvertes fabuleuses de tout, comment le cerveau se construit, sculpté dans la relation mère-enfant, bien sûr, père-enfant et tous les adultes, mais c'est vraiment dans ce reflet, dans cette écoute et dans cet amour et cette empathie que l'enfant va être sécure. Donc il va être en confiance et en sécurité. Confiance et en sécurité avec qui il est, confiance et en sécurité avec l'autre, confiance et en sécurité avec le monde. Donc, quand il commence à marcher, à explorer vers 18 mois, 2 ans, la mère encourage l'exploration et est toujours aimante et accueillante dans le retour. Là, donc, tu parles de la mère. De la mère, principalement. Ça peut être le père, ça peut être une figure d'attachement, de substitution. Ça veut dire que l'enfant va être bien dans ses baskets, il va être libre d'explorer, libre d'aimer, libre d'avoir besoin de confort et être reflété, être écouté.
Donc ça va donner, l'attachement est en place très tôt, 12, 18 mois, 2 ans. Ça va donner des adultes sécures. Alors les adultes, on sait à peu près quelle répartition il y a dans la population entre les sécures, un peu grosso modo. On dit 50% aux États-Unis. Je pense que c'est beaucoup moins. 50% de sécures. De sécures, oui. Mais bon, il y a quand même ça, depuis Bowlby, après la guerre, il y a des études qui continuent avec les mêmes groupes familiaux et l'attachement relativement stable. Des parents sécures vont donner des enfants sécures. On sait vraiment que c'est la clé, à moins qu'il y ait des grands traumas. L'attachement peut changer au cours du temps, puisqu'on est une neuroplasticité incroyable. On peut réparer un mauvais attachement, mais disons 50%. D'accord. Et dans ces types sécures, est-ce qu'il y a des gradations ? J'imagine qu'on peut être sécure plus ou moins, c'est-à-dire que où est-ce qu'on l'est ou on l'est pas ? Je pense qu'on l'est ou on l'est pas. On peut devenir sécure. Et puis pour les gens qui ont été c'est une bonne nouvelle, on peut devenir sécure. Absolument. Il y a des thérapies de l'attachement, bien sûr, parce qu'on peut réparer ces circuits neurologiques. On peut vraiment apaiser ces cerveaux d'anxiété. Qu'est-ce que c'est l'attachement ? C'est une régulation de l'anxiété. Le petit humain est terriblement prématuré. C'est le seul mammifère, puisqu'on est mammifère, les mammifères ont besoin d'être en lien. Ils têtent la mère, contrairement aux reptiles qui les précédaient. Et si tu veux, l'enfant était tellement prématuré parce que s'il peut pas naître par voie basse, le cerveau s'est trop développé, le petit humain est prématuré. S'il naissait par voie basse, il reste pratiquement 1 an pour que l'enfant marche. Donc il continue son évolution à l'extérieur du ventre de la mère. Le petit humain est terriblement prématuré. Donc il ne peut pas réguler son anxiété. Donc un enfant qui hurle parce qu'il a faim, il va falloir que sa mère apprenne et mette en marche tout ce système de régulation. On parlera des cerveaux reptiliens et limbiques. Le petit humain a besoin d'un autre pour se réguler. Donc en fait l'attachement est fait pour réguler l'anxiété, faire que l'enfant puisse être calmé et que tout son système puisse s'apaiser petit à petit avec la mère en échafaudage et après qu'il puisse apprendre à s'apaiser tout seul. Mais ça prend du temps. Un enfant a besoin d'être pris. Ma nièce a accouché il y a 1 mois à Nancy. On disait ne prenez pas votre enfant, vous allez le gâter. Non. Surtout oui, alors ça c'est vraiment l'héritage effectivement de toute une génération et de toute une culture aussi où il faut pas gâter, il faut que les enfants soient autonomes trop tôt. Donc les enfants autonomes trop tôt, on va y venir. On va à l'école à 2 ans, il faut être propre trop tôt. Ça donne des petits évitants. Alors oui, justement, revenons sur voilà. Alors l'évitant, quelle est sa construction caractérielle ? L'évitant, on ne lui a pas apporté tout ce circuit émotionnel, neurologique de retour. Donc c'est des petits enfants. La France, dans un sens, génère des évitants, c'est-à-dire des enfants qui doivent être sages, qui doivent être propres, qui doivent être petits adultes trop tôt. Voilà, pas bouger, bien être gentil, aller à l'école trop tôt. Aller sur le pot, dit bonjour à la dame. Et tout ça, c'est des enfants qui disent j'ai bien compris qu'il y aura personne qui sera là émotionnellement. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour se couper de ses besoins émotionnels et physiques ? On se coupe, on se dissocie, et on va se débrouiller tout seul. Donc, ça va être des gens qui arrivent avec la tâche-caisse. Alors ça, ils ont des hauts QI. Ils réussissent bien à l'école, mais ils sont coupés. Il y a énormément d'hommes, malheureusement évitants, plus que de femmes. Ils sont coupés de leurs émotions, de leurs sensations. En thérapie, c'est des gens qui ont énormément de mal à connecter avec ce qu'ils ressentent. Et bien sûr, ça donne des gens qui, en couple, les femmes sont frustrées parce que émotionnellement, la personne ne partage pas. Oui, c'est le type d'homme qui est absent, qu'on a du mal à, qui veut pas de communication, et pas de dialogue, compliqué. On part en week-end avec lui, par exemple, et en fait, ça se passe mal. Il peut provoquer un chaos parce qu'il cherche à éviter la situation. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Absolument. L'évitant va tout faire pour éviter. Donc, dans un sens, c'est quelqu'un qui monte sur son vélo, qui fait qui rentre chez lui et qui disparaît pendant 3 heures. On le voit pas pendant le week-end. C'est quelqu'un d'absent. Ça passe sociologiquement, parce que ça correspond à un certain type d'homme. Mais c'est des gens qui souffrent. Le petit évitant souffre et il se débrouille tout seul. Il dit c'est simple, je me débrouille tout seul en me coupant.
hein. Donc, c'est des gens qu'on peut retrouver en thérapie parce que souvent, la femme va le traîner en thérapie de couple et il va dire, ou alors il va falloir que sa vie vraiment explose, craque, perte, décès d'enfant, un gros choc, perte de travail, où là ils se réveillent et ils peuvent vraiment faire un travail thérapeutique de reconnecter avec tout ce ils se sont déconnectés par adaptation. Hein. De nouveau, c'est pas une pathologie, c'est adapté. Quand on n'a pas ce qu'on veut, il va falloir se couper de ses besoins. Alors pourquoi justement plutôt des garçons? Est-ce parce qu'on a voulu les autonomiser trop tôt et notamment, tu disais, en France, il y a quand même pas mal ce type de profil? Oui, parce que les Français sont pas très émotionnels. Hein, c'est toujours difficile de parler de culture, mais... Non, mais c'est intéressant, parce que toi, tu as ce regard. Ça fait bien combien de temps sûr. que tu vis aux États-Unis? Plus d'une 36 ans. Oui, 36 ans, oui. Hein, donc l'école est plus... Il y a plus d'émotions aux États-Unis, il y a plus de développement émotionnel. L'école maternelle n'est pas obligatoire, l'école commence à 5 ans. Donc, les enfants restent plus avec les parents et il y a moins de normes au niveau de la politesse, de l'habillement, des choses comme ça. C'est un petit peu plus cool. Et les gens sont plus émotionnels. Les parents sont un petit peu plus sensibilisés. Hein. La mère de famille traditionnelle française est efficace, sa maison est bien tenue. Hein. Tout est bien géré, mais il y a un grand vide émotionnel. Grand vide émotionnel. Hein. Bon, on peut expliquer ça, c'est un petit peu complexe. D'accord. Hein. Alors passons peut-être à notre deuxième profil, au troisième, parce qu'on a fait sécure, évitant, fusionnel, tiens. Fusionnel, donc ça répond, si tu veux, la fusionnelle a le même problème, une mère qui ne lui donne pas ce qu'elle veut, hein, ou qui est absente, qui le donne de temps en temps, mais pas de façon consistante. Donc la fusionnelle décide et j'ai pas répondu à ta question, pourquoi il y a plus d'hommes évitants? Oui, c'est vrai. Parce que si tu veux, l'homme primitif était chasseur. On vient d'hommes primitifs, on est primitif. Il y a toujours un homme de Cro-Magnon et une femme de Cro-Magnon en nous. La femme restait avec les autres femmes, hein, multitaskait, elle cueillait, elle avait un enfant au sein, un autre dans le dos, elle parlait avec les autres femmes, ils observaient autour pour voir où est-ce qu'il y avait des baies ou des brimelles ou des feuilles. Alors, les femmes ont une attention beaucoup plus large. Hein. Mm-hmm. L'homme, lui, partait chasser, parfois plusieurs jours, tout seul, hein, avec son arc et ses flèches, et il revenait avec sa proie. Hein. Mais l'homme est seul, il est monofocus, hein, il cible, il cherche une biche, il voit que la biche. Hein. Les hommes sont encore comme ça. Hein, on va dire, où sont mes chaussettes? On dit, oh, devant toi. Ils ne sont pas Shiva. Non. Hein. Donc il y a toutes des couches en nous. Donc je pense que la femme va poursuivre, elle va aller vers le lien. L'homme va aller vers l'isolement, vers la forêt. Un homme, quand il va mal, il va dans sa cave, il ne parle pas. Hein. Je pense qu'on a des hommes de Cro-Magnon en nous et des femmes de Cro-Magnon. Donc la femme, elle va vers le lien. Donc une fusionnelle va poursuivre sa mère, s'attacher à sa mère. Hein. Autant l'homme, c'est la fuite. Hein. Dans un sens, c'est l'agression. D'ailleurs, un petit fusionnel, quand sa mère le retrouve, quand sa mère l'a laissé, il va pleurer. Sa mère revient, il va la taper de ses poings. Il est furieux parce que sa mère est partie, donc il va vers elle. Oui. Donc la petite fusionnelle ou le fusionnel est collé à sa mère parce qu'en fait, il est anxieux de la séparation. Donc son anxiété n'est pas apaisée. Il faut qu'il soit collé, il faut qu'il ait la fusion pour pouvoir se rassurer. Alors que l'évitant se rassure, baisse son intensité en s'éloignant. Hein, c'est vraiment des curseurs d'intensité d'anxiété. Oui. Alors tu as l'air de dire que là, il y a plus de fusionnels, donc là encore, il y a plus de femmes dans l'évitant, il y a plus de type homme, et là, on est plus dans une polarité femme. Absolument. Oui. Alors évidemment, j'imagine que on imagine bien la fusionnelle qui va chercher à se mettre avec l'évitant, bien qui sûr. est le système classique. Qui est la danse classique qui ne va nulle part, qui est une danse impossible. Parce que l'évitant vient prouver sa croyance que l'autre est envahissant et ne lui donne pas ce qu'il voudrait. Et la fusionnelle vient aussi valider sa croyance que
personne n'est là pour elle et qu'elle doit poursuivre pour avoir un petit contact. Donc la fusionnelle, autant l'évitant est coupé, la fusionnelle, très émotionnelle. Elle déborde, quoi. Elle déborde, elle fait des crises, elle va envoyer 1000 textos quand elle est loin. C'est le psychodrame, quoi. C'est le psychodrame, elle exprime et elle rattrape, elle poursuit. Donc elle va sonner chez vous, elle va être intrusive, elle va être trop, elle va insister et elle n'arrive pas à se calmer. Hein. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a quelque chose de possible entre ces deux profils, type d'attachement plutôt? C'est terrible. C'est un amour impossible. C'est un amour impossible à moins qu'ils aillent en thérapie et qu'ils commencent chacun à être conscients de leur pattern, ce qui est vrai pour n'importe quelle relation. Hein. Même victimes, je pense que les victimes de pervers narcissiques, elles doivent apprendre aussi ce qui les rend victimes, parce que c'est important de faire son travail, parce qu'il n'y a pas un coupable et un innocent. Je veux dire, il faut deux, takes two to tango, il faut deux pour danser cette danse-là. Oui, c'est un système en fait. Hein. Bien sûr. Et c'est une systémie, parce que insécure ne va pas toujours, va danser différemment. Très vite, il va se rendre compte, insécure, qu'on ne le respecte pas. Et il va parler, il va se rebeller. Bon, pour revenir au fusionnel. La fusionnelle va poursuivre, l'évitant va s'éloigner, la fusionnelle va reculer en disant j'attends qu'il revienne vers moi, elle va s'enfermer tout en guettant sur son téléphone si l'évitant revient parce qu'il a pu se calmer, parce que la fusionnelle a reculé. Il revient, mais ça va se répéter sans fin, parce que les choses ne sont pas réglées. Oui. Hein. Et alors la chaotique ou le chaotique dans tout ça? Donc chaotique beaucoup plus grave, parce que c'est quand un parent ou quelqu'un que s'occupe d'un enfant est sécure à certains moments, mais malheureusement, à cause d'une maladie mentale, de dépression, d'addiction, peut être terrifiant à d'autres. Hein, de nouveau, on voit dans la neuroscience qu'avoir une mère qui est complètement visage impassible, une mère droguée, une mère déprimée qui a des phases de dépression, une mère qui disparaît en HP, une mère qui est violente à certains moments, donc tout ce qui est un peu les caractéristiques borderline, mère qui se drogue, hein, quelle que soit la drogue, ou mère qui disparaît, tout ça, ça va faire des mères qui peuvent être sécures, et puis qui sont dangereuses physiquement, qui sont violentes, dangereuses par leur absence, hein, par omission, et on dit en anglais par omission ou par commission. Oui. Hein, ça va donner un attachement impossible parce que l'enfant va vers l'objet d'attachement. Hein, il n'a pas la solution de l'évitant qui s'en va. Il va vers l'attachement et puis l'attachement devient totalement brutal, dangereux. Donc c'est un paradoxe sans solution. Donc ça donne des attachements très difficiles. Il y en a énormément. C'est un attachement qui vient du trauma. Pour avoir été chaotique, il faut un trauma ou par omission, manque de mère, ou par danger réel perçu. Et ça va faire des personnalités qui sont chaotiques, beaucoup d'explosions émotionnelles, beaucoup d'irrationalité. Ça peut déboucher sur de grandes pathologies comme les personnalités borderline, mais il y a aussi des chaotiques un petit peu plus soft, mais il y en a énormément. C'est-à-dire les gens ont des crises, sont imprévisibles, on ne sait pas toujours ce qui les a déclenchés, ça peut être tout et n'importe quoi parce que leur système est terriblement fragile et déclenchable. Donc ce sont des gens très très doués, souvent très attachants, il y en a énormément dans le monde du spectacle, dans la politique. Des artistes, bien sûr, et en même temps dans une grande douleur. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est réparable. Hein, ça n'était pas jusqu'à il y a pas longtemps, mais depuis ces 10-15 dernières années, des thérapies de l'attachement, moi, je travaille énormément en ce moment à la recherche d'éléments qui pourraient apaiser le système limbique, tout ce qui est le nerf vague des travaux de Porges, parce que c'est en vraiment apaisant ces cerveaux primitifs qu'on ne peut pas atteindre par la parole. Il faut vraiment d'autres techniques. Absolument. Ouais. Mais c'est vrai qu'entre fusionnel et chaotique, je trouve que c'est pas évident de voir toujours, autant l'évitant on voit bien, le sécure aussi, mais entre fusionnel et chaotique, on peut avoir des comportements qui sont somme toute un peu similaires en termes de difficultés d'attachement. Quand tu parles de ces crises, on disait que la fusionnelle, part en psychodrame, le chaotique, on ne sait pas ce qui le déclenche. Donc finalement, après, j'imagine qu'il faut une thérapie plus profonde pour définir notre type d'attachement relationnel. Bien sûr, parce que chez le chaotique,
tu vas trouver des phénomènes de dissociation en grande crise. Par exemple, quand quelqu'un la quitte, la chaotique peut aller jusqu'à tentative de suicide, grand figement, arrêter de manger, des phénomènes plutôt pathologiques graves. Oui, atteinte à l'intégrité corporelle. Ça peut être aussi une criminalité. Les personnalités borderline peuvent attaquer, peuvent tuer, peuvent... chaotique borderline. Hein. Borderline, absolument. Donc, de nouveau, là, il y a aussi une gradation. Je pense que les traumas dans l'anamnèse, dans l'histoire des gens, les traumas et les traumas transgénérationnels, c'est aussi toute un domaine qui s'ouvre. On sait maintenant que les traumas sont transmissibles génétiquement, vibratoirement, c'est encore très complexe, mais on sait par des études en Israël en particulier de petits-enfants de gens qui ont vécu la Shoah ou qui ont rescapé la Shoah ou qui ont des gens qui sont morts dans la Shoah sont traumatisés. Oui, on voit que le stress, au niveau de l'ADN, on retrouve des traces de stress. Oui. Donc moi, je pense qu'en France, par exemple, qui a vécu, et tous les pays qui ont vécu énormément de guerres, il y a énormément de personnalités chaotiques, borderline, qui viennent de traumas transgénérationnels. Il y a eu quand même des guerres, les femmes étaient seules, il y a énormément d'abus sexuels. Oui. Donc tout ça, ça se retrouve là maintenant. Parfois, avec des sauts de génération, les parents sont OK et il va y avoir une enfant avec un attachement chaotique et on se dit mais d'où ça vient ? Alors le chaotique ou la chaotique se met plutôt avec quelqu'un en conjoint de chaotique. Les sécures, tu dis, vont plutôt avec les sécures dans ton livre. Donc la probabilité quand on est fusionnel ou chaotique de tomber sur une personnalité sécure, elle est plus faible. Donc finalement on cherche des polarités similaires quand elles sont sécures ou inverses quand elles ne le sont pas. Donc si tu veux, la chaotique est très attachante. Donc parfois tu es insécure avec une chaotique. C'est plutôt bien pour elle ou pour lui. Oui, parce il va être beaucoup plus apaisant. Le sécure n'est pas angoissé ni par trop de proximité, ni trop de demandes d'attachement émotionnel, de contact. Oui. Il n'est pas non plus activé par le retrait, la distance. Donc c'est le facteur le plus sécurisant finalement, parce qu'il peut permettre à tous les attachements insécurisés d'aller et venir. Bon, lui il est là, il répond, il est bien. Ça ne le déstabilise pas. Donc la chaotique, on peut la retrouver avec évitant, on peut retrouver avec tous les types finalement. Oui. Ce qu'il y a, c'est que en général ces relations ne durent pas. Parce qu'elle est difficile à vivre, elle est aussi insatisfaite et c'est quelqu'un qui est impulsif. Donc elle va partir, elle va quitter, il va y avoir des esclandres, il y va des clashs. Alors je vois que le temps passe et je me fais embarquer par ce que tu dis qui est absolument passionnant et je pense que c'était bien qu'on passe du temps sur la définition des profils. Mais du coup, dans ton livre, tu parles des 3 cerveaux et ce serait important de revenir là-dessus pour comprendre notre monde de fonctionnement. Et puis on disait tout à l'heure, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on peut réparer tout ça et j'aimerais qu'on passe aussi un peu de temps à expliquer comment est-ce qu'on peut réparer notre type d'attachement et finalement se guérir et grandir en conscience. Absolument. Donc, les 3 cerveaux. Alors, on a le système reptilien, et il y a des travaux de Stephen Porges qui sont absolument merveilleux. Il a découvert la théorie polyvagale, c'est-à-dire qu'on a dans notre système un nerf vague non linéarisé, c'est-à-dire très lent reptilien qui est responsable du figement. Très intéressant, on dit les gens sont violés, elle n'a pas bougé, donc elle était consentante. Non, elle était en réponse reptilienne, elle était paralysée de terreur. Les gens terrorisés se figent. C'est le hérisson devant les phares d'une voiture. Exactement. On ne peut plus réagir. Qui est une réponse de protection. Et il y a le système, le nerf vague ventral, qui est connecté au ventre, aux poumons, au cœur, à tout le système du sourire, les muscles du sourire, le muscle des oreilles, le plissement des yeux, qui est le système de réparation de l'engagement social, c'est-à-dire tout ce qui est attachement. La réponse à cette terreur, c'est l'attachement. C'est d'avoir un humain qui sourit, qui parle avec une voix mélodieuse. Il y a des études incroyablement faites sur tous les problèmes d'audition des petits-enfants connectés au trauma. Trauma d'attachement, qui est un trauma.
Et puis il y a donc ce système limbique qui est un système d'alarme qu'on a avec l'hypothalamus, l'amygdale et puis l'hippocampe, qui est vraiment notre système d'alarme qui marche tout le temps. Donc avec des gens traumatisés, insécures, c'est ça qui prône dans leur cerveau. Donc on parle vraiment de thérapie verbale, mais le verbal, quand on est dans ces cerveaux-là et qu'on appelle être activé ou déclenché, on n'a absolument pas accès à la logique, à la pensée. On est dans l'urgence, on est dans le trauma. Donc on est en train de se rendre compte... Et là, on peut plus ni méditer, toutes les techniques qu'on imagine d'apaisement ne servent à rien, parce qu'en fait, on est en mode survie du cerveau. Quoi. Absolument. Donc moi, j'utilise beaucoup la psycho-énergétique, des points d'acupuncture, des bracelets EMDR, d'autres techniques que je suis en train de découvrir, parce qu'il faut que chaque personne... au lieu de trouver quelqu'un de sécure, se sécurise. Donc il y a énormément, déjà un bon nettoyage des traumas, c'est ce que je fais dans ma pratique, absolument. Il faut nettoyer les traumas. Maintenant j'utilise aussi Matrixo Imprinting où on recrée des scènes et on vient substituer des scènes différentes. On recrée en fait sa vie puisque un souvenir traumatique est absurde parce que être en trauma, c'est penser que maintenant, alors que ça s'est passé autrefois. Oui, ça va se revenir. Donc, c'est une absurdité du cerveau. Donc, il y a des techniques absolument fabuleuses qui font que les thérapies sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus... et on peut remplacer... Oui, on est dans le champ de la thérapie brève, toujours là. Absolument, et on peut remplacer nos souvenirs traumatiques, les effacer. Il faut absolument effacer. C'est une absurdité, le trauma. Il suffit de lire Van der Kolk. Alors, quel livre de référence tu pourrais recommander pour celles et ceux qui nous écoutent? Van der Kolk, qui est un Américain, Vanderkolk. Stephen Porges, en ligne, la théorie polyvagale, Porges, et puis tous les récents livres sur les traumas, je veux dire, c'est tout récent. Mais je mettrai des coordonnées sur mon site, peut-être, pour que les gens puissent... Alors, oui, on rappellera à la fin du podcast l'adresse de ton site internet. Oui. Tu peux le donner maintenant, si tu veux, comme ça. www.eftpresence.com. Voilà, et puis si vous tapez Marion Blick, de toute façon, sur Google, vous allez trouver facilement le site de Marion. Alors, comment, justement... On a fini avec nos 3 cerveaux, là. Absolument. Comment aujourd'hui, concrètement, justement, dénouer nos croyances limitantes? On en a un petit peu parlé en allant en thérapie. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques indicateurs concrètement qu'on pourrait appliquer là, justement? Se rendre compte de quand on est déjà connecté avec son corps. Faites de la sophro, de la relaxation, du yoga. Connectez avec son corps pour pouvoir ressentir à l'intérieur de votre corps quand votre ventre se noue, quand vous avez du mal à respirer, quand votre cœur s'accélère. Comment l'anxiété est exprimée par votre corps à vous. C'est différent pour chacun. Qu'est-ce qui vous active? Qui vous active? C'est important parce que c'est notre système de protection. C'est une bonne alarme, sauf que c'est une alarme qui se déclenche trop. Donc comment retrouver une vraie alarme? Une vraie lecture de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Soyez en thérapie. Soyez en thérapie avec des gens qui vous apprennent à apaiser votre cerveau, les cerveaux sous-corticaux, cerveau limbique, cerveau reptilien. Apprenez la thérapie énergétique, l'EFT, certains points d'alerte qui permettent de vous apaiser. Il faut que vous ayez une trousse d'urgence. C'est ce que je donne à mes élèves, à mes patients. Mm-hmm. Une trousse d'urgence, dire je suis activé, il faut 20 minutes pour que le cerveau limbique se calme. Sortez de l'espace. Vous voyez qu'avec votre fille adolescente, vous êtes en train, dites ma chérie, on ne comptait jamais, on ne coupe jamais le lien, on ne menace jamais le lien. Ma chérie, je t'aime. Mais maintenant, je m'énerve. Ça suffit. Et rien de bien va se passer. Donc, je vais dans le jardin, je vais dans ma chambre. Tu peux rester près de moi si tu veux. Prends ta tablette. Si quelqu'un est angoissé, un enfant angoissé. Et dans 20 minutes, on en rediscute calmement. Nos cerveaux seront calmés. Il faut enseigner ça aux enfants. 20 minutes. Time out. Oui. Mais sans couper le lien. En dire, on se retrouve dans 20 minutes et vraiment être là dans 20 minutes. Pas prendre sa voiture et partir. C'est pas je claque la porte au nez et puis... Très important d'affirmer le lien. Oui.
Bon, mais ça, c'est bien. Ça nous donne quand même des petites clés déjà d'approfondissement et puis concrètement qu'on puisse mettre en pratique tout de suite. Alors toi, dans ton parcours personnel, je te demande ça parce que je sais que tu as approfondi une nouvelle technique qui arrive en France et avec laquelle tu vas donner des formations et puis accompagner celle qui a fondé finalement cette voie ou cette technique qui est l'AEDP. Et tu dis que finalement, toi, dans ton parcours personnel de résilience, c'est quelque chose qui, malgré toutes ces techniques, t'a beaucoup aidé. Je me souviens, ça m'avait frappé quand tu m'avais dit ça. Oui. Parce que je rappelle, tu es psychologue clinicienne depuis... plus d'une trentaine d'années. Plus que ça, malheureusement. 45 ans. Tu fais tellement jeune que... oui. Moi, j'ai commencé avec le trauma. J'étais dans un service de placement familial, des enfants abandonnés, très traumatisés. Et je savais pas quoi faire avec eux. C'était Lacan, Dolto. Ils parlaient pas, ils dessinaient pas. Donc, j'ai fait de la sophrologie, de la relaxation dynamique. Déjà, je pensais que le corps, mine de rien, Tu pressentais, oui. Je pressentais que la solution était dans le corps. Donc, pour moi, elle était beaucoup dans le corps aussi. Thérapie lacanienne, psychanalyse a été un fiasco total. Regardez le plafond. Quand je viens du trauma, j'ai eu beaucoup de traumas d'attachement et d'autres traumas. Donc, c'est aux États-Unis, en faisant du somatique, du massage, que je me suis réparée. Je me suis rassociée, mais j'ai découvert l'AEDP. J'ai fait j'étais en thérapie pratiquement toute ma vie. J'ai découvert l'AEDP et là, ça a été vraiment une découverte absolument incroyable. Parce que avec mon thérapeute, j'ai pu vraiment réparer l'attachement en recréant un attachement sécure. C'est vraiment une thérapie qui modélise exactement tous les détails d'attachement. Alors, qu'est-ce que c'est justement, l'AEDP ? C'est une thérapie qui est centrée sur le lien avec le thérapeute. Très, très précis, très minutieux, très aimant, très très proche, et justement pouvoir apprendre à s'apaiser en proximité avec le lien du thérapeute. Donc c'est vraiment une réparation pour moi des cerveaux sous-corticaux dans l'ici et maintenant avec quelqu'un qui sait lire, qui sait accompagner tous ces micro-mouvements subtils et apaiser le système par un amour et une proximité inconditionnelle. Le lien thérapeutique est d'une proximité et d'un amour absolument incroyable. Alors là, on va un petit peu à rebours de toutes les grandes théories qui disent attention, le transfert, rester à distance. Donc ça veut dire que quand même, pour pratiquer l'AEDP, qui a été fondée par cette femme américaine qui s'appelle Diana Fosha. Et donc, quand même, je vois, en tout cas en allant sur son site internet, etc., qu'il faut... Elle cherche vraiment des personnes qui ont quand même un bagage très solide parce qu'il faut pouvoir accompagner dans ce lien de proximité et ça, c'est pas donné à n'importe quel thérapeute, j'imagine. Absolument. Je pense qu'il faut avoir un cœur ouvert, il faut avoir souffert pour aussi comprendre la souffrance, il faut être super présent tout en étant conscient de ce qui se passe pour l'autre. Donc c'est une concentration, d'une attention et d'une intimité absolument incroyable. Oui, je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est vraiment très très beau et moi je sais que ça m'a réparé absolument en profondeur et a permis aussi de mettre des mots sur des choses que je ressentais, que je ne comprenais pas, ou des effets, des impacts, et de traverser aussi des choses dans ma vie réelle, privée, et de les comprendre. Donc c'est une très belle technique. Donc on va y avoir un premier week-end la semaine prochaine et on fait venir une thérapeute américaine et j'espère pouvoir vraiment l'importer et pour que les gens guérissent. Moi, mon vœu, c'est que on ne porte plus ces croix de trauma et de non-attachement. Il faut vraiment guérir tout ça. Ça va être la guérison de la planète, de devenir proche. Ça va être l'empathie, la compréhension, que ça soit au niveau national, international. Je pense qu'il faut guérir le lien, c'est où on ne survivra pas.
Marion Blic, merci beaucoup pour cet entretien passionnant et aussi la belle personne que tu es dans ce changement de paradigme. Et le monde a besoin d'accompagnants et de personnes qui sont vraiment à la fois dans cette compréhension technique et qui connaissent vraiment profondément l'être humain, et puis aussi dans cette empathie et dans cet amour, et c'est ça qui est essentiel. Je rappelle le titre de ton livre, J'arrête les relations toxiques, 21 jours pour créer des liens sains et harmonieux. Merci Marion. Merci Anne, merci. Ce podcast est publié grâce au soutien de la marque des laboratoires Famadem qui propose les 38 authentiques fleurs de bac originales. Merci de leur soutien. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous pour une interview avec une personnalité lumineuse chaque lundi pour bien démarrer la semaine en conscience. Vous pouvez retrouver Métamorphose sur de nombreuses plateformes et bien sûr laisser votre avis et vous abonner sur Apple Podcast pour le recevoir chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et retrouvez toute l'actualité de Métamorphose sur fémininbio.com. Merci, à lundi.